plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle session d'information sur Nouveau Télé, la télé totalement vôtre. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue, les titres. Pour s'imprégner des difficultés et des réalités des services rattachés à son département, la ministre de la Santé était en visite de terrain au Centre national d'information, d'éducation et de communication pour la santé et l'Agence nationale d'évaluation et d'accréditation des établissements de santé ANAES. Les détails dans cette édition. Le prix des céréales connaît une flambée spectaculaire en cette période de soudure. Les grossistes et les détaillants se jettent la responsabilité de cette situation. Vous en saurez plus dans quelques instants. En cette période d'hivernage, on assiste à une dégradation avancée des états des routes. Une situation dénoncée par les usagers de la route qui interpellent les autorités. Voilà pour le sommaire. Sur la télé, totalement vôtre. Je vous le disais à l'instant dans les titres, le Centre national d'information, d'éducation et de communication pour la santé et l'Agence nationale d'évaluation et d'accréditation des établissements de santé ANAES ont reçu ce vendredi 6 septembre 2024 la visite de la ministre de la Santé et du Développement social, le colonel Assa Badialo Touré. Par cette visite, la ministre de la Santé veut s'imprégner des réalités et des difficultés de ces différentes structures rattachées à son département. Le compte-rendu est signé la Sindiakité Mantala Ouattara. Le Centre national d'information, d'éducation et de communication pour la santé, CNEX, et l'Agence nationale d'évaluation et d'accréditation des établissements de santé, ANAES, ont reçu ce vendredi matin la visite tant attendue de la chef de leur département ministériel. Cette visite a permis aux directeurs des différentes structures de présenter à l'ordre du jour les activités menées dans leurs services ainsi que les difficultés auxquelles ils font face. Tout ce qui est prévu par le ministère comme activité de grande envergure, le CNEX intervient pour la communication sur ces activités-là. Vous savez qu'en communication, toujours on a besoin des moyens de se moderniser, on a besoin des moyens et du matériel de pointe pour pouvoir se maintenir. Donc nous, dans notre studio, il manque certains équipements et du matériel qui, si on trouve, peut nous amener très loin. Et au-delà de ça, la salle digitale aussi, on doit finaliser. Et le car vidéo qui nous aide beaucoup dans la mobilisation communautaire va aussi être en panne aujourd'hui. Donc on a expliqué ça à madame. Donc si on a les moyens pour mettre le car en fonction, ça va aider beaucoup. Et ce n'est pas seulement les CNEX, hein. Tout le monde, tous les ministères peuvent avoir besoin de ça. Cette visite de Madame le ministre ce matin nous motive à plus d'un titre parce que nous avons pu quand même présenter à elle ce matin tout ce qu'on a pu réaliser de 2022 à maintenant et tout ce qu'on a pu engager comme résultat, mais aussi et surtout faire partager avec elle les difficultés que le service connaît actuellement et notamment que ce soit des difficultés logistiques, des difficultés de ressources humaines en qualité et en quantité. C'est vrai qu'elle connaît déjà les problèmes globaux du système de santé, mais de façon spécifique, quand elle a compris nos problèmes de façon spécifique, je suis sûr qu'elle va nous aider à apporter des solutions idoines. Tout en rappelant le rôle important de ces deux structures dans la promotion de la santé et du développement social, le colonel Assa Badialo Touré dit avoir pris note des difficultés évoquées par les directeurs des deux structures visitées et promet de tout mettre en œuvre pour remédier. Le CNEX, c'est notre centre d'information. On est parti voir ce qu'ils font comme travail et ce qui pourrait être amélioré. Parce qu'il faut savoir que la santé a vraiment besoin d'informations. Et pour promouvoir une bonne santé, il faut qu'il y ait une structure qui soit là, qui soit à côté de nous au quotidien pour voir les problèmes que les populations ont. Et surtout, pendant cette période d'inondation, il faudra qu'on fasse passer beaucoup de messages aux populations, leur faire comprendre ce qu'ils doivent faire au quotidien et parfois les orienter.
Donc on a vu les difficultés et avec eux on a vu les perspectives qu'il y aura. Le second établissement, c'est l'Agence nationale d'accréditation des établissements de santé, eux aussi qui contrôlent les centres de santé et les hôpitaux, qui nous disent comment ces centres travaillent. On leur a demandé d'être objectifs parce qu'avec leurs résultats que nous travaillons. Parce qu'on a vraiment besoin que la population soit sensibilisée et il y a beaucoup de choses que l'État est en train de faire qui est ignoré par la population. Donc eux tous sont des agents, ce sont des soldats de cette communication. A rappelé que le SENIEX a pour mission la conception et la mise en œuvre des programmes d'information, d'éducation et de communication en vue d'une mobilisation sociale effective des populations autour des actions prioritaires de santé publique. Quant à l'ANAES, elle a pour mission de procéder à l'évaluation des établissements de santé afin de promouvoir en leur sein des services de qualité. L'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, organise les 6 et 7 septembre 2024 au Centre international de conférence de Bamako, CICB, un atelier de formation et de renforcement des capacités des membres de son bureau exécutif et ceux de la commission de contrôle et de la commission de discipline. L'objectif de cet atelier est de bien les outiller afin qu'ils puissent relever les défis liés au syndicalisme dans notre pays. Gabriel Keïta, Zakaria Oumar Keïta, compte rendu. Outiller les acteurs syndicaux sur le syndicalisme, le fonctionnement des structures et les techniques de défense des intérêts des membres, telles sont entre autres thématiques abordées pendant les jours de formation initiés par l'UNTM. Cette formation, qui concerne essentiellement les membres du bureau exécutif de l'UNTM et ceux de la commission de contrôle et de discipline, vise à promouvoir une bonne gouvernance syndicale. Nous ne pouvons pas demander une bonne gouvernance administrative sans que nous-mêmes, au niveau du syndicat, que nous soyons vraiment dans cette optique. Donc pour une bonne gouvernance syndicale, nous avons souhaité que l'ensemble des membres, les nouveaux membres du bureau exécutif de l'UNTM, aussi bien que les membres des commissions contrôle et discipline, qu'on soit là pour pouvoir vraiment, dans un premier temps, faire la part des choses par rapport au syndicat de façon générale, son rôle, ses missions, ses fonctionnements et les parallèles également entre les droits syndicaux et les droits humains, parce que beaucoup ne parviennent pas encore à faire la part des choses à ce niveau-là. Et c'est important que nos éléments soient bien outillés par rapport à ces différents aspects. Les participants à cet atelier ont exprimé toute leur satisfaction pour la tenue de cet atelier. Nous sommes très satisfaits parce que c'est le début du mandat et le début de tout mandat, il faut que les hommes soient suffisamment mieux armés pour affronter les défis du mandat et qui connaît les réalités du moment, la situation économique très embarrassante et avec ces changements aussi au niveau structurel, il faut naturellement une formation pour relever les défis qui nous attendent. Parce que des syndicalistes qui n'ont pas des assises, qui n'ont pas de formation, vraiment ne peuvent pas faire de bonnes revendications. Et lorsqu'il n'y a pas de bonnes revendications, il y aura des perturbations. Et donc pour éviter ça, je crois que cette formation va permettre aux jeunes syndicalistes d'avoir des assises en vue de collaborer bien avec les responsables de l'administration en vue de l'avancée de notre pays. Le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, présent à l'ouverture des travaux, a salué la tenue de cet atelier qui, selon lui, aidera les participants à mieux accomplir leur mission syndicale. Chers participants et chères participantes, je vous exhorte donc à cultiver, à conceptualiser et à vulgariser les thématiques qui vous seront transmises pendant ces jours par des experts avertis qui vous édifieront sur toutes les questions qui concernent l'environnement du syndicalisme, la liberté syndicale, les droits fondamentaux au travail, les techniques de défense de vos intérêts et de la négociation collective. Cet atelier de 2 jours de formation et de renforcement des capacités des membres du bureau exécutif de l'UNTM et ceux de la commission de contrôle et de discipline venus de différentes régions du pays et du district de Bamako. Les rideaux sont tombés ce jeudi 5 septembre 2024 sur l'atelier régional de formation sur les méthodes et outils de mise en place et gestion des villages intelligents face au climat, encore appelé VIC, initié par le Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le développement agricole, CORAF.
Après 4 jours de travaux, il a permis de renforcer les capacités des participants des pays bénéficiaires sur les méthodes et les indicateurs de suivi et de gestion des VIC. Lolomadi Bati. Cette formation de 4 jours s'inscrit dans le cadre du programme de résilience des systèmes alimentaires en Afrique de l'Ouest (PERSA), dont l'objectif est de renforcer la sécurité alimentaire et la résilience des populations face aux aléas climatiques. Elle contribue ainsi à la mise en place de solutions durables pour assurer la sécurité alimentaire dans la région. Les échanges entre les participants ont été riches et constructifs et les bonnes pratiques dans le domaine des villages intelligents face au climat. Ça vient à point nommé, cette formation. Parce que dans ces contextes, pour continuer à produire, pour atteindre nos objectifs de sécurité alimentaire, il faut développer des mécanismes. Et cette rencontre, cet atelier s'inscrit dans ces cadres. Parce que c'est bien d'intituler les outils et méthodes de mise en place et de gestion des villages climato-intelligents. Il s'agit plutôt de vous outiller avec des méthodes, des approches qui vont vous permettre d'accélérer la mise en œuvre effective de la gestion intégrée des paysages. Tout en saluant leur satisfaction quant à la qualité de la formation, les participants ont souligné l'importance de renforcer les capacités des acteurs locaux pour faire face aux défis liés au changement climatique. Cet atelier nous a permis d'approfondir et d'avoir les outils qui puissent permettre vraiment de mettre en place des villages climato-intelligents et surtout d'accompagner pour la mise en place de ces villages. Le directeur général de l'Institut d'économie rurale a rassuré du soutien du gouvernement malien pour multiplier les initiatives. Dans ce qui concerne la stratégie gouvernementale, de notre côté, d'abord, on ne manquera pas de déployer des efforts pour que ces approches se multiplient. Mais maintenant, moi, ce que je suis en train de voir, c'est comment les multiplier selon les zones agroécologiques. Parce que vraiment, c'est un cas d'école. Je vais revenir au village climato-intelligent de Sinzana que chacun est en train de piloter. Quand vous voyez les femmes qui se sont organisées pour avoir leur propre variété, mettre en place des cultures maraîchères, avoir de l'argent, s'organiser pour l'accès à l'eau, l'exode et tout ça, vraiment c'est impressionnant. Au terme de la formation, les participants sont retournés avec des outils concrets pour mettre en œuvre et gérer des villages intelligents face au climat dans leurs pays respectifs. Et d'ici le 15 octobre prochain, chaque participant présentera un plan d'investissement qui sera financé par le CORAF. Cherté de la vie, parlons-en. En cette période dite soudure, le prix des céréales atteint déjà un niveau très élevé dans plusieurs marchés de Bamako. Des flambées différemment justifiées par les vendeurs alors que le pays fait face à des inondations qui risquent d'impacter les récoltes. Explication, Diabaté Alamako. En comparaison des années précédentes à la même période dite de soudure, les prix des denrées alimentaires, notamment les céréales, ont atteint un niveau record dans plusieurs localités. Le kilo du riz est vendu aujourd'hui à 600 francs CFA, alors qu'il était à 550 francs CFA la semaine dernière. Le mil et le maïs sont respectivement cédés à 500 et 400 francs CFA chez les détaillants. Pour le cas du riz, les commerçants détaillants affirment que cette hausse du prix ne dépend pas d'eux. Selon eux, à chaque nouvelle commande, ils constatent une augmentation chez les fournisseurs en Nyono, ce qui les oblige d'augmenter les prix pour faire un petit bénéfice. Les revendeurs annoncent que cette flambée du riz durera jusqu'à la prochaine récolte, qui est encore loin. Pour les cas du mil et du maïs, on évoque la très forte demande précisément pour le maïs dont les grands clients n'utilisent pas le maïs pour la consommation en famille, mais plutôt comme aliment de bétail. Même constat dans des localités de l'intérieur comme Mopti où nos confrères de Studio Tamani ont aussi constaté cette semaine une forte augmentation des prix des céréales sur les marchés. Par exemple, le kilo du riz est vendu entre 550 et 600 francs CFA.
et le 100 kg est vendu entre 55 000 francs et 60 000 francs CFA. Et le kilogramme du mil est entre 350 et 400 francs CFA. Et le 100 kg est vendu entre 35 000 francs CFA et 36 000 francs CFA. Malheureusement, la situation risque de s'aggraver avec les inondations. Il urge de prendre des dispositions préventives. Délestage à Massina. Depuis 72 heures, la ville de Massina est dans le noir. Le seul groupe électrogène qui assurait la desserte est finalement tombé en panne depuis le mardi 3 septembre 2024, rapportent nos confrères de Studio Tamani. Avant cet incident, les habitants et l'EDM SA se contentaient d'un seul groupe avec 6 heures de rotation par jour et par quartier. Cette situation paralyse actuellement des activités économiques de la ville. Sur l'axe Yorosso-Boura, les voyageurs vivent le martyre. Soumis à un harcèlement permanent aux combattants terroristes, ils sont parfois dépouillés de leurs biens ou violentés. Ce fut le cas cette semaine encore pour les passagers de cars de transport en commun. Bakary Sidibé, les détails. Les passagers sont régulièrement soumis à des contrôles effectués par les hommes armés non identifiés sur le tronçon Boura-Yorosso. Un bus d'une compagnie de transport en commun a été contraint de décharger tous les bagages le lundi dernier sur ordre de ces hommes armés. Si ces hommes armés n'ont rien pris ni agressé, les passagers et leur attitude inquiètent les usagers de ce tronçon. A précisé que la zone de Boura est confrontée à une grande insécurité avec la présence d'hommes armés à moto. Des présumés djihadistes harcèlent les populations dans plusieurs villages de la commune de Boura. À Saouri, Tasso, Sanwa et Wafrouma, les différends entre agriculteurs et éleveurs sont désormais tranchés par ces hommes armés présents dans la zone selon plusieurs sources locales. Ces présumés djihadistes ont évoqué des préceptes de l'islam. Ils ont aussi mis l'accent sur la gestion des conflits en demandant aux populations de recourir à eux. Située à 15 km du Burkina Faso, la commune de Boura est depuis le mois d'avril envahie par des milliers de réfugiés venus des villages frontaliers. Déjà annoncé dans les titres, outre les routes goudronnées, les rues de Bamako sont très dégradées en cette période d'hivernage et provoquent beaucoup d'accidents. Une situation dénoncée par les usagers de la route. Zakaria Oumar Keïta nous en parle dans son reportage. Suivons ensemble. En plus des inondations et l'effondrement des habitations, on constate en cette période hivernale une dégradation avancée des routes. Une situation qui provoque incessamment des accidents et des disputes entre les usagers des routes. Vraiment, aujourd'hui, là, ça ne va pas chez nous. Ça ne va pas chez nous. La route est complètement dégradée. Il y a trop d'accidents ici. Chaque jour, il y a des accidents parce que la route ne va pas bien. La route est complètement dégradée. Nous-mêmes, là, on est complètement dérangé avec les gens. Les clients marchent jusqu'à nos boutiques là au sud. Chaque jour, il y a des bagarres entre les gens. Chaque fois, les motos, les taximans, ils ont fait des bagarres ici. Comme vous l'avez constaté également, la route là s'est dégradée. Donc à cette période hivernale aussi, ça va se dégrader de plus quand personne ne réagit. Donc en premier lieu, cette route provoque beaucoup d'accidents. Vu l'état de la route, tout le monde essaye de emprunter le chemin qui est un peu bon et laisser l'autre côté là qui n'est pas bon là. Donc à partir de ça, ça peut énormément provoquer des accidents. On constate chaque fois sur cette route des cas d'accidents, que ce soit avec les motocyclistes et les voitures également. Face à ces difficultés et aux dégâts causés par le mauvais état des routes, les populations riveraines interpellent les autorités. Si l'État a fait tout pour préparer cette route-là, vraiment ça sera plaisir pour nous, vraiment. Sinon, quand même là, on est dérangé aujourd'hui, on ne peut même pas s'asseoir ici. Il y a des moustiques aussi qui vont s'asseoir avec les lots ici. Le message particulier que j'avais là depuis longtemps était que quand nous tous, on s'assoit, on regarde la route comme ça, c'est dégradé. Donc au finish, la route va finir par tuer plus de personnes. Et après, on va dire qu'on va réagir. Je laisse un appel aux autorités donc, compétentes de bien vouloir venir voir l'état de la route. Voilà, nous souhaitons que la route soit vite refaite
donc pour que les populations bénéficiaires là, puissent circuler librement à leurs occupations. Malheureusement, les dégâts causés par les inondations ne sont pas des fatalités. C'est les conséquences de nos choix et de nos actions. Pour inverser la tendance, il faut l'implication de tous, pas seulement des autorités. Merci beaucoup, Zakaria Oumar Keïta. Le 31 août 2024, la commune de Koumassi à Abidjan a accueilli l'investiture de la nouvelle présidente de l'Association des femmes musulmanes en Côte d'Ivoire, secteur communal AFMCI Koumassi, Adja Dambélé Né Téné Koulibaly. La cérémonie qui s'est tenue à Koumassi Sikoji 2 a marqué le début de son mandat à la tête de l'AFMCI. Une occasion pour la présidente de dévoiler son plan d'action pour le rayonnement de l'association. Elle s'exprime ici au micro de notre correspondant depuis Abidjan, Ibrahim Traoré. Ce que j'ai fait relever, c'est pour éduquer les femmes musulmanes à aimer leur religion, à bien éduquer leurs enfants. Parce que la femme, le rôle de la femme ici, c'est l'éducation. Le rôle principal, c'est l'éducation de la famille. Parce que vraiment, nous avons constaté que les enfants musulmans sont un peu délaissés. J'essaie d'organiser les femmes de Koumassi. Dans l'avenir, nous allons faire des prêches pour les sensibiliser. Parce que j'ai senti qu'elles sont beaucoup concentrées aux manifestations diverses que la religion. Donc j'ai préféré organiser cette association et reprendre tout avec mes bras pour pouvoir aller de l'avant, pour que vraiment elles soient stabilisées dans leur religion. C'est notre présidente qui est notre maman, donc que nous remercions et que vraiment nous prions pour elle, parce que vraiment c'est la bienvenue. Lorsque aujourd'hui nous regardons vraiment le monde, nous regardons l'éducation des enfants aujourd'hui, nous ne savons même pas où aller, car le phénomène des drogues, de l'alcool et de la pédophilie aujourd'hui qui mine notre société, vraiment si les femmes se réunissent, se mettent ensemble, conjuguent les verbes ensemble, je pense que nous pouvons avoir gain de cause, nous pouvons avoir solution. Si tu sèmes une épine, quand elle poussera, elle te piquera. Proverbe africain. Excellente soirée à tous. À bientôt.